Bonjour, nous sommes le mercredi 5 septembre 2018 et je travaille depuis un certain temps à mettre au point un manuscrit sur la chute de la météorite Trump. Et hier soir, j'avais le sentiment que voilà, j'approche de la conclusion, j'approche du point final. Et ce qui m'a encouragé à penser de cette manière-là, c'est un article dans le Washington Post à propos d'un livre qui va paraître, qui n'a pas encore paru, qui paraît le 11 septembre. C'est le livre de monsieur Bob Woodward qui s'appelle Fear, la peur. Alors pourquoi est-ce que ça s'appelle la peur? C'est parce que dans une interview que monsieur Trump avait accordée à monsieur Woodward en 2016, il disait on est quand même d'accord sur le fait que le véritable pouvoir, c'est la peur, la capacité à instiller la peur. Et donc voilà, c'est le titre qui a été choisi par Woodward. Euh, un livre de plus, direz-vous, qui raconte des anecdotes sur la manière dont les choses se passent à la Maison Blanche. Il y en avait déjà eu plusieurs. Il y avait eu au début de l'année, il y avait celui de Michael Wolff qui s'appelait Fire and Fury. Le feu et la fureur, c'était ce que Trump promettait à la Corée du Nord. Le mois dernier, il y a quelques semaines, le livre de Madame Omarosa Manigo Newman qui s'appelle Unhinged, hors de ses gonds. Là aussi, un point de. Et on était d'accord, enfin, les gens ont été d'accord que la source principale d'information du livre de Monsieur Wolff, ça a été Steve Bannon, qui a été conseiller à la Maison Blanche, et dont le portrait brossé par Monsieur Mike Wolff de Steve Bannon est très loin d'être un portrait flatteur. Mais bon, il est clair que Monsieur Michael Wolff n'a pas de sympathie pour les idées d'extrême droite suprémaciste, identitaire, etc. de Monsieur Steve Bannon, mais manifestement c'était sa source principale d'information. Le Madame Omarosa Newman, excusez-moi, Manigo Newman, sa source d'information c'était elle-même, c'est le fait de connaître Trump depuis 2003, depuis 15 ans, d'avoir travaillé comme sa complice dans ses émissions de télé-réalité et d'avoir jusqu'en janvier été conseillère dans un rôle mineur, mais quand même ayant ses entrées à la Maison Blanche, faisant partie de l'équipe. Monsieur Woodward, c'est autre chose en termes de capacité de Monsieur Trump et son équipe d'essayer de décrédibiliser la source d'information, parce que vous le savez sans doute, Monsieur Bob Woodward et M. Carl Bernstein ont été les auteurs au Washington Post à l'époque du Watergate, les années 70, 71, 72, ont été les reporters vedettes, les gens qui ont été capables par du journalisme d'investigation sinon de faire tomber M. Nixon, en tout cas de faire un portrait quotidien de ce qui se passait, et ils avaient accès à une source à l'intérieur, non pas du gouvernement proprement dit, mais ils avaient accès à un informateur qui s'appelait Deep Throat dans leur compte rendu. Deep Throat, ça veut dire gorge profonde, et c'était une plaisanterie à propos d'un film pornographique extrêmement populaire à l'époque. Pourquoi Throat? Parce que ce monsieur parlait prétendument avec une voix éraillée. Et deep, ça veut dire incognito, anonyme, ça veut dire que c'est une source qui ne révèle pas son identité. On a découvert ensuite qu'il s'agissait de M. Mark Felt, qui était numéro 2 du FBI. C'est lui qui informait les journalistes en catimini. Pourquoi le faisait-il? Ce n'est pas parce qu'il n'était pas motivé par de manière politique. C'était un homme assez conservateur en fait, mais il défendait l'institution de la police en tant que telle, il défendait ça par un sens de l'État et pas par une politique politicienne. C'était pas une prise de parti sur l'échiquier politique, c'était une défense des institutions, de l'appareil, de ce que M. Trump appelle le deep state, quand il caricature l'existence d'institutions
dont l'activité n'est pas toujours visible et dont par définition elle peut être même cachée, comme quand il s'agit de contre-espionnage ou de renseignements généraux, mais qui constitue l'armature d'un pays et dont je ne suis pas le premier à remarquer dont l'existence survit en général à des changements de régime. On le souligne récemment quand on parle de la Russie, que le passage d'un régime de type communiste soviétique au capitalisme n'a rien changé à la structure du renseignement, en particulier dans le cas de la Russie. Et on avait pu constater la même chose d'ailleurs à l'époque de la Révolution de 1917, où pas mal de structures en arrière-plan de l'organisation tsariste de l'État se perpétuaient. Au point qu'on a, dans la condamnation qu'on a pu faire éventuellement du communisme soviétique par la suite, en fait, il s'agissait de condamner des restes en réalité du tsarisme. Ce sont les ironies de l'histoire. Donc, M. Woodward n'est pas quelqu'un qu'on peut décrédibiliser de la même manière qu'on peut le faire, qu'on aura pu essayer de le faire avec Madame Omarosa, en disant oui, c'est une vedette de la télé-réalité, en plus elle est dépitée parce qu'elle a perdu son boulot, ou M. Mike Wolff, oui, c'est un bon reporter, mais enfin, il a déjà écrit des livres où on trouvait des erreurs, etc. Vous vous souvenez sans doute de ça à l'époque où le livre a paru. Je ne sais pas en souvenir, c'était en janvier de cette année-ci. Et quand je relis des passages de ce livre maintenant, a posteriori, on s'aperçoit en fait qu'il avait vrai sur pratiquement tout. Il y a très très peu de choses qui auraient pu être démenties par la suite. Seulement, des événements qu'il aurait pu prévoir et qui n'ont pas eu lieu exactement comme prévu, mais dans l'ensemble, son information semblait excellente. Alors, qu'est-ce qui ressort de ce livre de M. Woodward? On n'en sait rien parce qu'on ne l'a pas encore vu. Il n'y a qu'un reporter il y en a un de la télévision, je ne sais plus sur quelle chaîne, qui a eu accès à un manuscrit, à une copie du livre, et les gens du Washington Post, ils ont surtout mis en avant des anecdotes plutôt que la substance même du livre. Il faudra attendre de lire le livre. Ce livre est sans doute un livre extrêmement bien fait. Il s'agit d'un journaliste professionnel et qui a continué à exercer son métier et à publier des livres depuis l'époque du Watergate. Vous avez peut-être vu ce film d'ailleurs, film où on le voit, on voit Bernstein et Woodward qui sont joués à l'écran par Dustin Hoffman et Robert Redford, un excellent film par ailleurs aussi. Qu'est-ce qui apparaît essentiellement de ce qu'on a pu voir dans l'article du Washington Post? Des anecdotes sont tous sur le même thème. C'est la stupidité de Trump, une stupidité bien particulière, mais des tas de citations qui probablement ont été corroborées par Woodward, qui s'est certainement pas amusé à mettre des choses qu'il ne pourrait pas prouver par la suite. Un imbécile, un crétin, un type qui raisonne comme un enfant d'11 ans, sixth grader, 11 ou 12 ans, sixième année à l'école, un idiot qui comprend rien, une anecdote particulièrement révélatrice. L'avocat de monsieur Trump, John Dowd, fait une répétition de ce que pourrait être un entretien de Trump avec la commission Mueller, avec M. Robert Mueller en particulier, qui enquête donc sur une collusion éventuelle avec la Russie. Et John Dowd s'arrachant les cheveux par la suite en constatant à quel point Trump s'en est mal sorti de cette répétition générale, se contredisant, inventant des choses au fur et à mesure, à l'intérieur de sa logique à lui qu'il n'y a que des fausses nouvelles, des fake news, des canards, à part ce qu'il dit lui-même, et la réalité qui est reconstruite à partir d'une représentation qui le met lui à l'avant-plan et au centre de toute chose. Et ce monsieur Dowd, avocat de Trump, avant de démissionner, aurait contacté Mueller et lui aurait conseillé à Mueller, et ça je crois que c'est quand même très important comme information, il aurait conseillé à Mueller de ne pas avoir un entretien avec
avec Trump en lui disant, vous savez ce qui va se passer, il y aura nécessairement des fuites. Et si on voyait à l'étranger, si des chefs d'État étrangers voyaient la manière dont M. Trump se débrouille devant un interrogatoire comme celui-là, cela nuirait considérablement à l'image des États-Unis. Et M. Muller lui répondit, oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est peut-être ça, je dirais, l'information, plutôt que les noms d'oiseaux et les épithètes qui peuvent être divers, c'est peut-être ça, je dirais, la chose la plus confondante, la plus navrante, la plus lamentable, c'est qu'on ne peut même pas interviewer Monsieur Trump devant une cour parce que ce serait une atteinte à la réputation des États-Unis de voir que quelqu'un qui se débrouille aussi mal est président du pays. L'image qui va apparaître de Woodward à partir du peu qu'on sait en ce moment, moi j'ai commandé une copie, il devrait m'arriver, un exemplaire devrait m'arriver incessamment. C'est une Maison Blanche à la dérive. On le savait déjà à partir du compte-rendu détaillé de monsieur Michael Wolff. Ce qu'a pu dire Madame Manigault Newman est venu confirmer ça d'un autre point de vue, de quelqu'un qui se trouve moins haut dans la hiérarchie que ceux à qui Wolff avait eu accès. Et là, Woodward a fait un travail considérable. Les gens ont vu le nombre de notes qu'il avait prises, le nombre d'informations qu'il a recoupées avant d'écrire son livre. Bien entendu, son livre va sortir le 11 septembre, c'est-à-dire 2 mois, un peu moins de 2 mois avant les élections de midterms. Et M. Trump a bien sûr tweeté c'est une manière de saboter les élections de midterms. On ne sait même pas si c'est nécessaire parce qu'on constate j'ai fait référence, je l'ai mentionné. On constate une plongée dans les sondages. On avait eu cette période, voilà, depuis l'élection de M. Trump, une opinion favorable à M. Trump autour de 40% et défavorable autour des 60%. C'était très très stable. Et là, on est en train de voir dans les sondages une plongée. On tombe à des 33%, des 36% d'opinion favorable. On tombe d'un cran. Et j'ai le sentiment que on en aura la confirmation peut-être un peu plus tard. On parle beaucoup de choses qui se passent au plus haut niveau. J'ai l'impression que le livre de Madame Omarosa Manigault Newman joue un rôle dans ce décrochage de l'opinion. Elle montre, pourquoi ? Parce qu'elle montre quelqu'un qui a été une partisane enthousiaste de M. Trump. Elle montre la désillusion. Elle montre elle essaie de montrer, elle le fait de manière assez convaincante, que les écailles lui sont tombés des yeux. Et je crois que des gens qui ont aimé ou qui aiment toujours M. Trump, en lisant ce livre qui est un best-seller, il est très 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 lu, peuvent éprouver la même expérience, peuvent se dire oui, il n'est peut-être pas la personne que j'ai aimée, que je suis peut-être comme cette Madame Omarosa Manigault Newman, j'ai peut-être cru un mirage. C'est un imbécile qui en plus se croit un génie. Pourquoi est-ce que tout le monde, alors que tout le monde le décrit comme quelqu'un qui a un QI assez limité, pourquoi lui est-il convaincu d'être un génie ? C'est à partir du fait qu'il a gagné beaucoup d'argent et qu'il est devenu président de la République fédérale des États-Unis et que ça l'a convaincu qu'il faut être un génie pour le faire. Peut-être même dans son esprit qu'il faut être un génie tout particulièrement parce qu'on n'a pas été très bon à l'école et que donc il faut un certain génie. Qu'est-ce que c'est son génie ? Il n'y a pas de mystère. C'est le fait que dans les sociétés humaines, nous travaillons tous un peu dans le même sens, de l'empathie, de la générosité, de la bonne volonté, qu'Aristote appelle la philia, et qu'il y a la possibilité toujours pour quelques personnes, quelques sociopathes, de jouer là-dessus, de tirer parti de la solidarité de l'ensemble pour essayer d'en tirer parti
le fait que, voilà, qu'en étant, je dirais, sur la crête qui sépare la légalité et l'illégalité, il est parvenu à gagner énormément d'argent et il doit se dire ben, je suis un génie parce que j'ai compris comment marche véritablement ce système et je suis devenu président des États-Unis. Et c'est souvent ce que vous disent les hommes d'affaires. Je comprends comment le système marche vraiment. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le but dans la vie des gens ordinaires et des gens qui seront contents d'avoir vécu, qu'ils ont vécu, c'est pas d'amasser de l'argent par tous les moyens en trichant avec les règles. Et donc voilà, il est un génie à ses propres yeux, mais le monde entier est en train de lui dire que ce n'est pas l'opinion des autres. Si on arrive à l'arrêter, euh, on aura peut-être, c'est ma conviction, on aura peut-être empêché l'apparition d'un personnage qui aurait pu devenir aussi dangereux que Hitler. Il n'y a pas eu, avec Hitler, là, avant la chute, il n'y a pas eu de démenti par le monde comme il est en train d'avoir lieu autour de nous. Et c'est formidable que des gens justement, dont la crédibilité est comment dire, indiscutable, comme Monsieur Woodward, que ces gens prennent la parole et à consacrer toute leur énergie, parce qu'il n'est pas tout jeune, à essayer de faire tomber ce personnage. Ce sera peut-être pas la goutte d'eau, parce que c'est beaucoup plus qu'une goutte d'eau, l'opinion de Monsieur Woodward sur Monsieur Trump, mais c'est peut-être le moment de basculement, sera peut-être celui-là. Qu'est-ce qui va se passer? On peut imaginer, c'est quoi l'article 25 de la Constitution, que des membres du gouvernement décident de le destituer. Il peut y avoir le lancement d'une procédure d'impeachment, de destitution, mais là, ça paraît pas possible, je dirais, directement avant au moins les élections qui donneraient une majorité au Parti démocrate. Il n'est pas possible non plus qu'il y ait resignation, qu'il y ait, bon, je ne retrouve pas le mot, comment appelle-t-on quand quelqu'un démission, excusez-moi, démission de monsieur Trump, en particulier s'il devait y avoir d'autres inculpations autour de lui, en particulier s'il devait y avoir des inculpations, je suis certain, par exemple de sa fille Ivanka ou de son gendre Jared Kushner. J'ai l'impression que là il se sentira encore davantage atteint. Déjà que son délire va dans toutes les directions. C'est quelqu'un qui n'est pas dans un bon état d'esprit. Quand j'ai évoqué sa personnalité, du narcissisme pervers pathologique ou la personnalité perverse narcissique, j'ai insisté sur le fait que c'est une personnalité qui peut basculer dans la dépression la plus profonde et se sentir à ce moment-là acculé au suicide. Le fait que son prétendu accord avec la Corée du Nord a l'air d'avoir complètement être réduit à rien, pour eux, peut aussi l'encourager à douter encore davantage. Enfin, voilà où nous en sommes. Le processus est un processus très, très avancé. On ne voit pas comment il pourrait y avoir un retour en arrière d'une manière ou d'une autre, ce qui ne dit rien sur la durée encore du processus, mais c'est un processus manifestement irréversible.